Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo dédiée aux matières premières et fondamentaux. Nous allons donc commencer, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février 2021. Nous allons donc débuter par un rapide rappel légal. Après ce rappel légal, nous allons voir donc les matières premières que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons débuter par le pétrole. Ce sera une simple mise à jour, hein. Il a été traité la semaine dernière. Nous allons enchaîner sur le silver, vu la situation actuelle, ce qui me permettra d'ailleurs de répondre à une question de Simon, une question qui a été posée sur le Good Morning Market de ce mercredi 3 février. Nous allons enchaîner rapidement sur le cuivre avec une situation technique intéressante et nous allons terminer par le café, hein, pareil, une situation technique plutôt intéressante et une reprise des stocks, hein, qui ne permet pas de soutenir davantage les cours. Alors nous débutons donc comme annoncé par le pétrole WTI. Nous allons nous intéresser à plusieurs choses, hein. Tout d'abord, cette menace que représentait le pétrole iranien. Nous allons parler également d'une certaine reprise de la demande d'un très grand consommateur de pétrole. Tout d'abord les points clés. Nous avons un cours du WTI qui a franchi le pic de février 2020 aux alentours de 55 dollars actuellement, légèrement au-dessus. Le Brent, quant à lui, continue de s'échanger en dessous du pic de février 2020 aux alentours des 59 dollars le baril, mais le cours a tout de même dépassé, hein, les précédents sommets de court terme. Ce qui a soutenu cette hausse des pétroles WTI et Brent sont notamment Novavax et Johnson Johnson qui ont réduit l'incertitude concernant le déploiement des vaccins. Ces deux sociétés pourraient augmenter considérablement leur offre dans un avenir proche, ce qui a bien entendu boosté les cours du pétrole dans l'espoir d'un retour à la normale et d'un retour donc de la mobilité. À noter également que les États-Unis ne fermeront pas les yeux concernant l'augmentation significative des exportations iraniennes. Nous allons détailler ce point. Des dernières données laissent entendre que l'Iran aurait pu augmenter ses exportations à 700 000 barils par jour en décembre et jusqu'à 900 000 barils par jour en janvier. Et donc les États-Unis prévoient de continuer à bloquer les exportations et saisir les pétroliers iraniens. L'Iran produit actuellement environ 2 millions de barils par jour, aux alentours très exactement d'1,9 million de barils par jour de pétrole, alors que les exportations récentes ont représenté environ 10% de la production. À noter que la plupart du brut iranien a été expédié vers la Chine. Nous débutons tout d'abord par cette donnée qui nous vient du Brésil, car effectivement, comme le Japon, le Brésil est un pays qui est souvent négligé en matière de demande de pétrole. Et, il ne faudrait pas donc négliger cette demande, car c'est le septième consommateur mondial en or noir, et les ventes de carburant au Brésil ont affiché en décembre leur première croissance en glissement annuel depuis février, donc depuis le début de la pandémie, soit une hausse de 2,2% que l'on peut constater ici, hein. Nous avions un repli considérable en avril, légère reprise, stagnation pendant les mois de juin, juillet et août, et enfin la reprise de la vente de carburant au Brésil. Voilà pour cette demande, pour cette donnée concernant la demande. On va faire une rapide parenthèse, hein, encore une fois. Non, ce sera après ce slide, excusez-moi. On va s'intéresser à l'Iran à présent. Donc l'Iran, nous allons débuter par justement le secrétaire d'État Blinken qui a déclaré, c'était sur Twitter, il me semble que c'était en fin de semaine dernière, il a déclaré donc que l'accord nucléaire avec l'Iran est encore loin d'être conclu. C'était une menace qui pesait sur le secteur pétrolier. Blinken a donc réaffirmé les propos de Joe Biden selon lesquels l'Iran doit d'abord se conformer à l'accord précédent s'il souhaite négocier avec les États-Unis. À noter que les exportations iraniennes avant l'accord sont estimées à 2,7 millions de barils par jour, et c'était en mai 2018. Les exportations en décembre étaient de 370 000 barils par jour, alors qu'en 2020, elles ont parfois dépassé les 900 000 barils par jour. Et donc, on estime que l'Iran pourrait exporter jusqu'à 900 000 barils par jour à l'heure actuelle. Et ici, sur ce graphique, on voit notamment la production iranienne. Nous sommes donc à 1,9 million de barils par jour. Donc, même en exportant ces 900 000 barils par jour, il y aurait un excédent d'1 million de barils par jour au vu de la production actuelle. Donc, il est peu probable que la production augmente davantage dans un avenir très proche. Et donc, le déficit du marché pétrolier pour cette année ne semble pas être en danger
par ce pétrole iranien. C'était vraiment les craintes lors de ces 2 dernières semaines, notamment concernant l'accord nucléaire. Et d'ailleurs, il faut noter que l'OPEP+ a terminé sa réunion de comité de suivi il y a quelques instants, il y a une demi-heure de cela, et ça s'est terminé en un temps record d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'avec un Brent au-dessus des 58 dollars le baril, tout se passe très bien pour le moment. Ils vont donc garder les questions épineuses pour la réunion du bloc, le bloc qui se réunira donc au complet le 4 mars, afin de décider des quotas pour avril et peut-être même au-delà du mois d'avril. Donc voilà pour cette menace du pétrole iranien sur le marché, sur le marché pétrolier mondial, notamment concernant l'offre. On va s'intéresser à présent, car nous avons pris connaissance de certains résultats, on va s'intéresser aux supermajors. Ce qu'il faut noter, et on peut constater la baisse du CAPEX qui est à un plus bas de plus de 10 ans, le CAPEX de ces supermajors pétrolières. Et à l'heure actuelle, Tesla vaut plus que ces 5 supermajors. Mais attention, car une flambée des cours du pétrole pourrait réduire considérablement cet écart. On va s'intéresser d'ailleurs à un de ces supermajors, on va s'intéresser à BP, British Petroleum, avec une action qui a baissé de plus de 6% après que le géant pétrolier, qui est basé d'ailleurs au Royaume-Uni, a annoncé des bénéfices décevants au 4e trimestre et donc a affiché une perte annuelle de 5,7 milliards de dollars pour 2020. Et c'est sa première perte en 10 ans. Et donc les résultats de British Petroleum, de BP, ont été affectés bien entendu par la faible demande suite à la pandémie. Donc une année qui a été plutôt difficile. Mais BP est confiant dans le fait que le cash flow devrait augmenter dans un contexte de hausse des cours du pétrole et du gaz, notamment en raison de l'accélération de la production de grands projets, du lancement de grands projets tels que Shah Deniz en Azerbaïdjan et Razir en Oman. Et c'est selon le directeur financier Mourray Oshinklos, ça a été déclaré lors d'une récente interview. Donc des supermajors avec un CAPEX qui est sur des plus bas de plus de 10 ans, mais attention, différents projets sont en cours et on pourrait assister à une flambée des cours de l'or noir qui pourrait favoriser donc la reprise, qui pourrait donc permettre à ces supermajors de retrouver des couleurs. Donc concernant les cours, d'un point de vue hebdomadaire, nous sommes aujourd'hui en train de nous attaquer, après donc quasiment un mois de consolidation sous résistance, nous nous attaquons à une oblique baissière. Il faudrait une réelle clôture au-dessus de cette oblique pour espérer un retour vers la prochaine résistance pour le WTI, ce serait les 65 dollars. En cas de clôture au-dessus de cette oblique baissière, il n'y aurait plus d'obstacle en vue d'aller réaliser cet objectif. Et en plus, on vient de prendre connaissance du rapport hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis avec une contraction surprise des stocks. Et donc, ça pourrait peut-être justement favoriser davantage cette hausse des cours du pétrole. Donc voilà concernant le pétrole. Et à noter que cette oblique baissière relie les sommets de septembre 2018 et les sommets de janvier 2020. Nous allons nous intéresser à présent au silver et ça me permettra donc de répondre aux questions de Simon directement à travers cette émission. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de traiter le maïs. J'avais déjà préparé les matières premières que j'allais aborder. On s'intéressera au maïs la semaine prochaine. Et donc concernant le silver, beaucoup de choses sur le silver. Les points clés. Il faut savoir qu'on assiste à un repli après un rallye considérable. On est passé au-dessus des 30 dollars sur le silver, des niveaux que l'on n'avait pas revisités depuis 2013. Mais notamment, et ça il faut le garder à l'esprit, c'est un mouvement haussier qui ne s'est pas accompagné d'une hausse significative des avoirs des ETF. Ça c'est très important. Pour ceux qui suivent les Good Morning Market et cette émission notamment, on s'intéresse énormément aux avoirs des ETF, notamment sur les métaux précieux. Et concernant les stocks de silver d'ailleurs, pour répondre à la question enregistrée sur la bourse COMEX, il n'y a pas eu de diminution de manière significative, donc il n'y a pas eu de course au silver physique. Et concernant les quantités exactes, quantité de silver disponible pour livraison immédiate à la bourse COMEX, on en a pour 150 millions d'onces et au total, on aurait pour environ 250 millions d'onces éligibles disponibles à la livraison, ce qui montre qu'il y a vraiment un très faible risque d'assèchement du marché physique du silver. Mais il faut savoir que le silver est tout de même une matière première intéressante avec des perspectives haussières, en tout cas à long terme, et que ce marché est très difficile à manipuler.
est beaucoup plus difficile à manipuler que les small caps de Wall Street. Ces small caps les plus shortés, c'est un marché très très vaste. Il y a des géants qui se trouvent sur ce marché, notamment JP Morgan. JP Morgan qui a revu à la baisse ses prévisions pour le secteur de l'extraction du silver. Il faut noter que JP Morgan est connu pour manipuler ce marché en vendant à terme et simultanément en achetant des matières premières du silver en physique. Donc voilà pour les points clés. On va s'intéresser à cela. Et ça, c'est justement une donnée qui nous laisse penser effectivement qu'il y a réellement eu un raid des traders particuliers de Reddit sur le silver. On voit cette augmentation considérable des calls sur le silver, sur le COMEX. Et pour continuer, donc justement, ma réponse à la question qui a été posée sur le Good Morning Market du jour, j'ai vu de moi-même dans la nuit de jeudi, effectivement, des appels à se ruer vers le silver, mais notamment des valeurs minières sur le silver. Il y en avait 5, je n'ai pas retrouvé la liste, je sais que je l'avais envoyé à quelqu'un, je ne l'ai pas retrouvé, mais justement, ces calls sur silver, cette hausse considérable des calls sur le silver, laisse penser qu'il y a réellement eu un mouvement des utilisateurs Reddit. Et il n'y a pas eu concernant, il y a eu un appel à l'achat de valeurs minières, 5 très exactement, et concernant le silver, il a été souligné à maintes reprises que c'était l'un des marchés les plus shortés au niveau des matières premières, ce qui en fait clairement une cible. Et ce graphique le confirme, ça a certainement été une cible. Après, effectivement, on n'a pas de preuves tangibles, mais beaucoup d'éléments laissent à penser que ça a réellement été le cas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question à ce niveau-là. On va s'intéresser à d'autres choses. Dans quelle mesure le silver est la matière première la plus vendue. Ce qu'il faut savoir également, c'est que justement, on va s'intéresser aux positions à la vente sur les futurs et les options, mais par rapport à la production annuelle. Sur ces différents métaux précieux, on retrouvera donc en jaune l'or, on retrouvera ici en gris le silver un peu plus foncé, le platine, et le palladium en bleu. Et le silver est justement le plus shorté à près de 20%, mais si l'on rapporte les shorts à la production annuelle. C'est très important pour avoir une même base et pour avoir une donnée exacte. Et donc c'est le chiffre le plus élevé concernant les métaux précieux, même si à noter que l'on est bien loin des records historiques. Et il faut savoir que pour avoir une réelle croissance du cours de l'argent, il ne suffit pas d'avoir un raid à l'achat de traders particuliers de Reddit, il faudrait une réelle augmentation considérable des avoirs des ETF. Alors, à l'heure actuelle, les ETF détiennent du silver à hauteur de 24 milliards de dollars et SLV, qui est le plus gros fonds sur le silver, détient près de 14 milliards de dollars sur le silver. Et d'ailleurs, c'est l'objet du prochain slide. On va s'intéresser ici aux avoirs des ETF sur 4 métaux précieux très exactement. On retrouvera les avoirs des ETF face au cours spot. Pour le palladium, ici, on retrouvera les mêmes données pour le gold. Ici, on retrouve les avoirs des ETF en foncé et on retrouve les cours du gold en orange plus clair. Un peu plus haut, on retrouvera pour le platine et donc les cours seront en rose et les avoirs des ETF seront en vert. Et enfin, ce qui nous intéresse, ce qui est le sujet aujourd'hui pour le silver, on retrouvera les cours en jaune et les avoirs des ETF en blanc. Ce que l'on remarque effectivement, c'est que les positions des ETF sur le silver n'ont pas bougé suite à la hausse et sont d'un point de vue général très peu volatiles. Pour les 4 métaux que l'on a sous les yeux, ils sont quasiment flat. Donc pas de changement à ce niveau-là et seule une augmentation des avoirs des ETF permettrait de soutenir le rallye long terme pour le silver. Donc voilà concernant le silver, j'espère avoir répondu à certaines questions. En tout cas, n'hésitez pas à laisser de commentaires si vous avez des questions additionnelles. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses concernant ces rallyes de Reddit et du forum Wall Street Bets. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet ou sur une matière première d'ailleurs que l'on va aborder. Et pour terminer, concernant la quantité de silver disponible pour livraison immédiate au COMEX. Donc on peut le voir, il y a eu simplement un léger repli lors du récent rallye. C'est 3 fois rien, ce n'est pas considérable du tout, on peut même l'ignorer. Donc voilà pour terminer sur ce sujet, concernant le silver, on a terminé donc sur ces quantités à livraison immédiate sur le COMEX.
Et on va finir par la vue technique sur le silver, une vue technique plutôt intéressante, car visiblement, grâce au spike que l'on a pu constater, grâce à cette belle percée haussière, on a la formation ici d'un double top en données journalières avec une ligne de coup aux alentours de la zone des 22 $, une ligne de coup qui est également soutenue, et attention à cela, par la SMA à 250 périodes, une SMA à 250 périodes qui pourrait se confondre avec la ligne de coup si jamais le repli du silver venait se poursuivre pour la tester. À noter également que les tendances saisonnières suggèrent un creux au début du mois de mars. On le retrouvera ici, et une éventuelle reprise. Alors, éventuellement, on pourrait s'attendre, comme on le voit ici, à une baisse des cours du silver s'il y a un franchissement. Ce ne sont que des hypothèses, bien entendu. Un franchissement de la ligne de coup avec la SMA 250, on irait rallier l'objectif théorique, un objectif théorique qui nous ramènerait à ces niveaux-là, grosso modo. Il faut relever ici la hauteur du double top et la projeter au point de breakout sur la ligne de coup pour avoir un objectif théorique précis. On passe à présent sur le copper, assez brièvement sur le cuivre. On va principalement s'intéresser aux points clés. On va s'intéresser à la situation technique très intéressante pour le métal rouge. Alors, il faut savoir qu'il a des perspectives haussières selon plusieurs institutionnels avec des niveaux qui pourraient aller chercher les 9 500 $ d'ici la fin d'année, voire de nouveaux records historiques au début de l'année prochaine. Mais d'abord, les points clés. Il y a un pic saisonnier théoriquement qui devrait avoir lieu à la mi-février. Après, il devrait y avoir des baisses jusqu'au début du mois d'avril, ce qui pourrait permettre des entrées en position au début du mois d'avril. Mais on peut également s'intéresser à ce scénario de court terme haussier et on va le détailler d'un point de vue technique. Et il y a eu des récentes baisses d'ailleurs sur le copper. Et donc, on allait chercher la borne inférieure du canal. Et ces baisses étaient dues à l'appréciation du dollar américain et avec un euro-dollar proche des 1,20. À noter que S&P prévoit une nouvelle hausse des cours du copper cette année en raison du faible niveau des stocks. Et il faut noter également qu'il y a un autre facteur fondamental à la baisse récente des cours du copper, c'est notamment la célébration du Nouvel An chinois qui a fortement réduit la demande. La Chine qui consomme énormément de copper. Et à noter que les autorités encouragent les citoyens à célébrer entre guillemets localement ce Nouvel An, et donc on pourrait redémarrer les usines beaucoup plus vite afin de reprendre donc la production plutôt que les années précédentes lorsque les Chinois étaient libres d'aller où ils le souhaitaient pour aller célébrer ce nouvel an. À noter également qu'UBS indique un déficit cette année d'environ 470 000 tonnes pour le copper. Il faut rappeler que les stocks du LME ne s'élèvent qu'à 88 000 tonnes. C'est extrêmement bas et donc le déficit pourrait être considérable. UBS recommande donc de constituer d'entrée à l'achat en dessous des 7 600 $ la tonne avec un objectif à 9 500 $ d'ici le milieu de l'année. Ces 9 500 $, ça nous rappelle l'objectif de Goldman Sachs qui table pour un copper à 9 500 $ également, mais cette fois-ci d'ici la fin de l'année avant d'aller chercher des records historiques en début 2022. Et on notera également que la banque prévoit une augmentation de l'offre de 2,9% cette année, mais ce qui créera bien entendu ce fameux déficit, une plus forte augmentation de la demande. Donc une offre qui ne sera pas suffisante à fournir toute la demande et des stocks à des niveaux plutôt bas sur le LME qui s'élève à 88 000 tonnes. Donc voilà pour les points clés. On s'intéresse aux techniques un petit peu. Devant vous, la représentation graphique du copper, donc du cuivre en données journalières avec superposé l'euro-dollar en bleu, et on retrouvera également les données Ishimoku pour le copper. Ce que l'on peut noter au vu de ce graphique, c'est que l'on a rebondi aux portes de cette oblique haussière, aux portes, si on peut le dire, de la borne inférieure du canal haussier, concrètement un nuage qui a renvoyé les cours à la hausse. D'un point de vue saisonnier, on peut s'attendre ici à un éventuel creux à la fin de cette première semaine du mois de février. On peut s'attendre à un pic à la mi-février, donc peut-être un test de la borne inférieure, voire du nuage, pour aller repartir à la hausse, s'affranchir de la Kijun et aller éventuellement chercher la borne supérieure. Donc voilà concernant le copper, le métal rouge pour les perspectives de court terme, et les points clés permettent d'envisager des perspectives de long terme extrêmement haussières à 9 500 $. Et donc vous l'aurez compris, 7 600 $, ce serait un très bon point d'entrée pour profiter à long terme de l'éventuel rallye du métal rouge. On passe à présent au café. Alors le café, c'est passé qui a été donc assez difficile à trader, je dois l'admettre, dernièrement. On va commencer par les points clés. Nous avons Nina qui continue de menacer les cultures de café en Amérique du Sud, et nous avons une augmentation
considérable et très rapide des stocks de café qui ne permet pas de soutenir des prix aussi élevés. Souvenez-vous, on était à des niveaux extrêmement bas au niveau des stocks, mais les conditions météorologiques et une éventuelle reprise de la demande après l'ouverture du secteur de la restauration dans le monde entier seront des facteurs clés qui soutiendront les cours. Encore faut-il que l'on ait la chance d'avoir le plus rapidement possible une ouverture des restaurants. À noter que le prochain rollover sera de plus de cents très prochainement. Voilà concernant les stocks de café, on la voit cette reprise. Donc à noter que l'axe est inversé concernant les stocks. Vous avez d'un côté ici les cours du café et ici en jaune vous avez les stocks sur un axe inversé. Donc lorsque ça se replie, ça veut dire que les stocks sont en train de se constituer. On était sur un plus bas considérable et on peut noter la reprise considérable ici des stocks, une forte hausse des stocks qui ne permet pas une poursuite de la hausse des cours du café. Elle est tellement rapide, cette hausse des stocks, que ça nous pousse à plaider en faveur d'une baisse. Et d'un point de vue technique, on est vraiment au bord ici de cette borne inférieure de ce canal haussier. Et donc, ce serait éventuellement le signal qui nous permettrait dans un premier temps d'aller chercher ces creux et pourquoi pas d'aller approfondir la baisse. Donc une situation assez technique concernant le café avec cette reprise considérable des stocks qui pourrait baisser et il faudrait donc que le réal brésilien continue donc de perdre du terrain avec un USD-BRL qui repart à la hausse. Ici on remarquera que malgré la baisse de l'USD-BRL, donc malgré un réal brésilien qui retrouve des couleurs, le café ne rebondit pas et il reste bloqué ici sur le bas de ce canal haussier. Alors si l'USD-BRL venait à remonter, c'est-à-dire si le réal brésilien se dépréciait à nouveau, nous sommes clairement en tendance baissière pour le réal brésilien et donc en tendance haussière pour l'USD-BRL, dans ce cas-là ça pourrait accélérer la baisse des cours du café. Donc voilà pour ce point hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre attention. N'hésitez pas à utiliser justement les commentaires de cette vidéo si vous avez des questions. Ce serait un plaisir d'y répondre. Et donc on fera un nouveau point bien entendu sur les comos la semaine prochaine à la même heure. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de séance et à demain pour le Good Morning Market. Au revoir.